Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Logiquement, l'amphi devrait être plein puisqu'il y a plus de 220 inscrits et puis quelques personnes non inscrites donc, qui sont aussi bienvenues. Donc voilà, on va avoir des journées assez riches. Je voulais remercier chacun d'être présent. Il y a les représentants des centres de référence, centres de compétences, des 6 réseaux maladies rares du neurodéveloppement de la filière. Il y a aussi beaucoup de représentants associatifs et merci à vous d'être présents parce qu'à chaque fois c'est aussi du temps que vous prenez sur toutes vos autres activités et c'est important d'être là tous ensemble. Ce qu'on souhaite sur ces deuxièmes journées de recherche transversale autour des maladies rares du neurodéveloppement, c'est qu'on puisse, et c'est de plus en plus rare, prendre le temps de penser, de se reposer. On va essayer de ne pas dormir, mais les interventions vont être tout à fait intéressantes et passionnantes. Donc, mais de pouvoir aussi sortir de nos routines et de notre clinique hyper spécialisée, chacun dans son domaine. C'est vraiment l'esprit de ces journées filières, c'est d'aller prendre le temps d'ouvrir un petit peu son champ de pensée, sa culture générale sur d'autres dimensions de ces pathologies dont on n'est pas forcément expert, mais qui donnent des idées, qui créent du lien. Et donc l'enjeu, c'est aussi vraiment de prendre les temps de pause pour échanger. Il y a aussi les présentations affichées qu'il faudra prendre le temps d'aller voir. Il y a du temps pour ça. Donc voilà, sur ces 2 journées, profitez-en pour qu'on puisse continuer à créer des liens entre nos différents réseaux. Je remercie aussi Thierry Bourg, qui est représentant de la délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement, qui est présent aussi parmi nous. Et puis, voilà, merci à l'équipe opérationnelle. On remercie généralement à la fin des journées, mais parfois à la fin des journées, il y a un peu moins de monde. Donc, je tiens dès maintenant à remercier toute l'équipe de déficience, avec Marlène Feuga qui a piloté la chose, mais aussi avec Frédéric Stenger, avec Caroline Imsout, Jason Marmet et Marie-Pierre, qui est pas là dans la salle, qui est ici aussi. Voilà. Et donc, merci à vous tous. Et à Cassandre Bonnet, qui est notre chef de projet de la filière, qui n'est pas là pour des bonnes raisons, on va dire des bonnes raisons, qui a pris quelques mois de congé pour agrandir sa famille. Voilà, donc on va vite démarrer. Je vais laisser la place donc à notre premier intervenant et à Gwenaëlle Dienne qui va l'introduire. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'introduire le professeur Moustapha Bensafi, qui est directeur au Centre de recherche en neurosciences sur Lyon. Son travail est plus spécifiquement sur les sens chimiques, l'odorat, le goût. Il a rencontré la route de l'autisme et travaille actuellement sur les altérations olfactives, gustatives et leur rapport avec les troubles du comportement alimentaire. Et c'est dans ce cadre-là que notre équipe Centre de référence Prador, avec le professeur Maïté Taubert, nous l'avons rencontré et donc nous allons poursuivre un travail sur l'évaluation de l'olfactométrie dans le syndrome Prader-Willi, voilà, qui va prochainement débuter. Et c'est dans ce sens qu'il nous a paru intéressant de partager en tout cas son travail pour nous donner des idées dans le cadre de la filière. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation, c'était parfait. Donc, ma thématique de recherche, en fait, je l'amène au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, dans une équipe qui s'appelle Neuropop, et qui est une équipe qui travaille sur vraiment les mécanismes moléculaires, neuronaux, perceptifs, d'interaction sociale également, parce qu'on utilise comme modèle l'homme et l'animal, pour comprendre les sens chimiques. Alors les sens chimiques, je vais vous les définir de manière assez sommaire, même si vous avez sans doute des connaissances de ce que c'est que l'odorat et le goût. Mais avant d'introduire les travaux qu'on a pu mener sur notamment les troubles du spectre autistique, je me suis dit que ce serait pas mal de vous donner quelques éléments de définition. Moi, ma thématique, c'est vraiment comprendre comment on passe d'une molécule
a une interaction à des petits récepteurs qui sont dans notre cavité nasale, comment ce petit signal chimique il va être transformé en un signal électrique, et pour faire un petit truc dans notre tête qui s'appelle une odeur ou un goût, hein, quand la molécule va interagir avec des récepteurs au niveau de la langue. Et puis, comment ça peut également influencer certains de nos comportements, notamment les comportements alimentaires. C'est ça qui m'intéresse. Et ben en parallèle, de temps en temps, je suis sollicité par des collègues. Et un jour, j'ai croisé la route de l'autisme. Je vous dirai à la fin de la présentation, en réalité, comment je l'ai croisé. Donc la présentation, elle se compose de 4 parties. Une première partie sur les sens chimiques et l'odorat. Une deuxième partie sur l'autisme et l'odorat en particulier, et en fait ce que dit la littérature. Une troisième partie sur les travaux qu'on a pu mener à Lyon, mais aussi en collaboration avec des collègues en Suisse notamment, en Allemagne aussi. Et puis une quatrième partie où je vais conclure, et puis je vais me lâcher un petit peu en tentant des petites pistes, des petites réflexions sur le sujet, avec mon œil à moi de spécialiste de l'odorat et de la gustation, et pas du trouble du neurodéveloppement. Voilà. C'est là. D'accord. Voilà. Alors, quelques éléments de définition. Les sens chimiques. Alors, on connaît tous les 5 sens. Les 5 sens majeurs, mais il y en a plein qui sont cachés, en fait. Dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais dans les 5 sens majeurs, on a l'odorat et la gustation. Le point commun entre les deux, c'est que le stimulus est une molécule chimique qu'il y a dans notre environnement. Alors pour l'odorat, souvent, c'est des molécules extrêmement volatiles. C'est-à-dire que vous avez des sources, ça peut être un être humain, un animal, une voiture, un aliment, quelque chose qui produit ces molécules, le feu par exemple. Et on va pouvoir les détecter. Elles peuvent être à distance. Donc l'odorat est un sens en fait distal, comme la vision et l'audition. Mais on peut également interagir avec ces molécules de manière proximale, c'est-à-dire quand elles sont au contact de l'organisme en fait, comme la gustation, où la gustation en fait c'est aussi des molécules chimiques, mais c'est un sens qui est clairement proximal, ou alors le toucher. Donc l'odorat, gardez ça en tête, ça fait les deux. Ça fait à distance et puis de manière proximale. Alors, on a l'odorat, on a la gustation, on a également un autre sens qui est caché, que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous utilisez tous les jours. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous avez un bonbon à la menthe en bouche? Vous avez l'odeur de menthe, c'est l'odorat. Vous avez la gustation, donc c'est plutôt le goût sucré, si le bonbon il est sucré. Donc là, c'est pas des molécules très volatiles, c'est plutôt des molécules qui sont capables d'aller se dissoudre dans un milieu aqueux comme la salive, et elles vont plonger dans la cavité buccale et aller stimuler un tas de récepteurs différents dans la langue, mais également dans le palais, au niveau du canal alimentaire. On verra, ça peut être intéressant, ça, comme piste de réflexion sur les hypersensibilités. On en parlera après. Donc, odorat, gustation. La différence, c'est, on va dire, juste la manière dont le stimulus il va être transporté. Donc, très volatile pour l'odorat, et puis plutôt soluble dans l'eau pour la gustation. Essayez de réfléchir à... Est-ce qu'il y a des choses qui stimulent la gustation, qui stimulent aussi l'odorat? Il n'y en a pas vraiment. Il y en a peut-être centralement, mais au niveau des récepteurs, pas vraiment. Est-ce que le sel a une odeur? Est-ce que le sucre a une odeur? Est-ce que la vanille a un goût? Alors la vanille, ça stimule des récepteurs olfactifs, mais pas forcément des récepteurs gustatifs. Le goût, c'est avec l'association qu'on va en faire dans les gâteaux, dans tout ce qui comporte de la vanille, et après, ça va être central, en fait. La texture, c'est encore autre chose. C'est pas l'odorat ni le goût.
on va presque un peu en parler. Alors, notre bonbon à la menthe, il induit également quoi? Ouais, plus fort? J'ai entendu. La fraîcheur. La fraîcheur. Le piment, ça induit quoi comme sensation? De la chaleur. Et ça vient d'où, ça? Frais et chaud. Oui, c'est nerveux, effectivement. Mais c'est quel nerf? C'est écrit là. C'est ce nerf qui est tout en jaune ici, qui s'appelle le nerf trigéminal. En fait, c'est un nerf, il est plutôt connu pour sa fonction motrice. Il nous sert, en fait, il innerve la bouche, le nez, les yeux. Et il est connu pour sa fonction motrice parce qu'il sert, en fait, je crois que ça sert dans les muscles de la mastication, quand on mastique. Mais il a également une fonction sensitive. En fait, au bout de ces terminaisons-là, notamment dans la cavité nasale, ou de partout, en fait, on a des petits récepteurs. Ils sont de différentes natures, en fait. C'est des récepteurs qui peuvent être sensibles à des molécules chimiques, à de la température, à une pression, des mécanorécepteurs. Donc, il y a plein de types de récepteurs différents qui vont faire que, on va sentir le chaud, le froid. En fait, c'est pour nous défendre. Un truc qui est super froid ou super chaud, c'est pas très bon. Après, on peut dompter ça. Par exemple, la moutarde. Qui fait comme moi, trempe ses frites dans la moutarde quand on mange un steak frites? Ouais, voilà. En fait, la moutarde, c'est intrinsèquement un stimulus qui est, disons le mot, quoi, qui est dégueulasse en fait au début. Essayez de vous souvenir, ou alors de vous souvenir comment vos enfants ont goûté pour la première fois de la moutarde. C'est pas une super expérience en fait. Et puis au fur et à mesure, on apprend qu'à cette petite dose, ça va pas nous tuer. C'était juste pour vous faire réfléchir à cette idée que le système trigéminal, il est là pour nous défendre et il va nous induire des sensations de chaud, de froid, de picotement, d'irritation, de douleur. Quand j'étais gamin, une fois, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. J'ai mis mon nez dans la bouteille d'ammoniac. Voilà, curiosité. Et là, j'ai stimulé tout mon système trigéminal et ça a fait boum. Donc voilà, grosse douleur. En fait, c'est là pour nous défendre. Je vous dis ça parce que, vous voyez, ces trois sens, ils travaillent vraiment en commun, ces trois sens chimiques. Et ce sont trois sens qui, au niveau du cerveau, on va faire converger toutes ces informations avec la texture, la couleur, tous ces trucs. Et on va générer ce qu'on appelle la flaveur. C'est quelque chose de multisensoriel, et c'est un objet. Voilà, je suis en train de manger un gâteau, voilà. Mais quand on a certains troubles du neurodéveloppement, comme dans l'autisme par exemple, cette construction un peu holistique, globale, elle commence à être malmenée en fait. On verra par la suite, il y a des hypothèses où, et d'ailleurs c'est des hypothèses qui sont empruntées au modèle de Motron sur la perception, etc., où on pense que chez certaines populations, les stimuli chimiques, notamment, gustatifs, ils sont tous traités de manière un peu séparée, de manière très analytique, et puis ça explose en tête. Et ça peut expliquer, en partie, les rejets alimentaires, ou la méfiance, on en parlera après. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour vous recentrer sur l'odorat, parce que c'est vraiment l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Il y a un laser ou un truc? Non, il n'y a pas? Ok, peu importe. L'image que vous voyez à droite, c'est un zoom, juste pour vous montrer où sont situés les récepteurs. Ils sont tout en haut dans la cavité nasale, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un espèce d'ensemble de cellules qu'on appelle un épithélium. C'est des cellules qui remplissent la même fonction, mais elles sont un peu différentes. Les cellules principales, le boss de tout ça, c'est le neurone olfactif. Il a une dendrite, un axone, c'est ce que vous voyez en couleur, là. Violet, bleu, vert, rouge. Et puis au bout de la dendrite, vraiment dans la cavité nasale, il y a des récepteurs qui sont positionnés. C'est des protéines, ces récepteurs. Je vous dis ça parce que c'est super important pour comprendre l'olfaction. Qui dit protéines, ça veut dire que c'est génétique.
en vision des couleurs, je vais résumer. Hein. On a besoin de 3 types de récepteurs, donc gènes, pour voir en couleur. En olfaction, on a la possibilité, on a 400 types de récepteurs. Imaginez une vision des couleurs avec 400 récepteurs. On verrait des choses, des nuances qu'on ne voit pas. En olfaction, c'est 400 types de récepteurs. Ils sont tous positionnés là, sur les neurones. À côté des neurones, on a des cellules de soutien en rose qui viennent soutenir le fonctionnement du neurone. Et puis en noir, c'est des cellules qu'on appelle des cellules basales. C'est un peu des cellules souches. Grâce à elles, les neurones, je dis bien les neurones, se renouvellent. Voilà. Alors, le renouvellement, la neurogénèse, eh bien, dans le système nerveux, il y en a au niveau du système olfactif, il y en a dans l'hippocampe, et puis pas vraiment ailleurs. Donc l'odorat, de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et c'est d'ailleurs un modèle pour certains scientifiques qui s'intéressent à la neurogénèse, hein, et notamment au lien avec les pathologies neurodégénératives. Voilà. Ensuite, le message, il est envoyé au bulbe olfactif dans le cerveau. Juste pour vous montrer le neurone, là, le petit truc, là, A, là, le neurone vert que vous voyez, j'ai fait un zoom ici sur une dendrite, même sur un cil, parce que la dendrite, elle se prolonge par des cils comme ça, et c'est sur les cils que sont posés les récepteurs. Et là, vous avez, vous voyez en gris en bas, un récepteur olfactif, en fait un schéma, et puis les petits triangles, ça correspond aux molécules. C'est comme ça que les molécules, elles interagissent, elles viennent, elles se posent sur le récepteur, la molécule, c'est quelque chose de chimique. Et il y a une cascade d'événements biochimiques dans la cellule, avec des entrées, des sorties d'ions, qui font que il va y avoir un influx nerveux, un potentiel d'action, une petite impulsion électrique qui est transmise au reste du cerveau. Donc là, on a transformé l'information chimique en une information électrique. Et ce que vous voyez sur la droite là-bas, ça complète un peu ça, dans la mesure où vous avez des petites molécules, mais qui ont des motifs un peu différents. C'est des molécules un peu différentes. Mais ça vous explique le fonctionnement. En fait, ce n'est pas une molécule pour un type de récepteur. Des fois, on a une molécule, elle peut activer qu'un récepteur. Des fois, une molécule peut activer 1, 2, 3, 20, 100 types de récepteurs différents. 100, c'est peut-être un peu beaucoup, mais il y en a qui activent vraiment beaucoup de récepteurs. Et puis, vous avez des récepteurs qui se font activer que par une molécule, ou 2, ou 3. Donc, c'est un code combinatoire. Donc, qui dit code combinatoire, ça veut dire des capacités de discrimination olfactive quasiment infinies, en fait. Donc, l'odorat, c'est simplement le message que je veux vous faire passer ici, c'est que c'est un sens hyper complexe. Et c'est un sens, en fait, qu'on pense qu'il ne sert pas à grand-chose ou qui fonctionne de manière très rudimentaire. Eh bien, détrompez-vous, c'est vraiment un sens où on a une capacité de discrimination en termes de perception qui est immense, qui est vraiment immense. Et revenons aux récepteurs et aux gènes. Là, je vous ai montré, là, il y a 11 chromosomes. J'aurais pu mettre les 23 paires de chromosomes. Les gènes qui codent pour les protéines réceptrices olfactives, il y en a de partout. Il y en a de partout. Là, je vous en ai illustré un qui est sur le chromosome 11, mais pour la suite, là, je ne vais pas le développer. Dans d'autres présentations, je le développe. C'est pour ça qu'il y a une petite flèche à côté. Mais c'est simplement pour vous dire que 400 récepteurs, donc 400 gènes, qui expriment des récepteurs. Mais en réalité, l'olfaction, c'est 1000 gènes. Il y en a 600, ils sont en position un peu off. On appelle ça des pseudogènes. Et 600 plus 400, ça fait 1000. Ouais, c'est ça. Si on compte 20 000 gènes dans le génome, certains disent 30 000, on va dire 20 000. Ça fait 5% du génome. Je vous laisse réfléchir, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est énorme. Ça en fait, je crois, avec les gènes en lien avec l'immunité, justement, une des premières familles de gènes dans le génome. Je ne sais pas exactement où est positionnée l'immunité, beaucoup plus ou un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, 5%, c'est énorme. Voilà.
quelques petites questions qui nous viennent à l'esprit dans notre équipe, c'est on a des molécules et puis on a des perceptions, le floral, le fruité, le boisé. On sait par exemple prédire pour la couleur. En vision, on sait prédire la couleur. C'est sur la base de la longueur d'onde. On sait prédire la hauteur d'un son. La relation entre le stimulus et le percept en vision et en audition, elle est acquise. C'est-à-dire tellement acquise qu'on peut digitaliser des sons, des images, mais les odeurs, comment on passe de la chimie à la perception? Et donc ça, c'est un problème qui, encore aujourd'hui, reste non résolu. Alors on essaie de le résoudre, nous, en collaboration avec des chimistes, avec des informaticiens, on fait tourner des algorithmes où, par exemple, là, pour l'odeur de jasmin, on a réussi à extraire cet ensemble de règles hyper complexes, mais qui nous permettent à peu près de comprendre pourquoi ça sent le jasmin. Et c'est que le jasmin. Imaginez le reste. Hein. Voilà. Donc on avance à petits pas comme ça. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore. Je voulais juste vous montrer les petits problèmes auxquels on peut être confronté. On explore aussi ce qui se passe dans le cerveau, avec de l'IRM fonctionnel, notamment à Lyon, ça c'est au CERMEP. Quand on envoie des odeurs dans le nez d'une personne et qu'on enregistre son cerveau, on s'attend à avoir un peu comme on envoie des flashs ou des images, que le système visuel qui est activé pour des stimuli visuels ou quelques aires hétéromodales. En olfaction, c'est les aires olfactives, les aires de l'émotion, les aires de la mémoire, parfois les aires visuelles. Ça explose de partout en fait. Et en plus, il y a un problème. Alors, on peut appeler ça de la reproductibilité, mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est juste de la variabilité entre les gens. Si vous prenez la même personne et que vous lui faites sentir la même chose à différentes périodes, on n'aura pas exactement les mêmes activations. Si vous prenez la même odeur chez deux personnes, vous allez avoir des choses en commun et des trucs un peu différents. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'odorat. Alors, ça peut être méthodologique, bien entendu, mais le facteur le plus important, c'est vraiment la diversité olfactive. On ne sent pas de la même manière d'une personne à une autre. On a des accords, les choses qui sont un peu soufrées. Ça sent la boule puante, c'est pas bon. Ça a une fonction évidente. Toute l'humanité, c'est pour nous protéger, en fait. La vanille, c'est un truc un peu particulier. De partout dans le monde, ça va. C'est plutôt agréable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des navigateurs qui ont fait le tour du monde là, au XVe et XVIe siècle pour aller en chercher de partout. Et en fait, la vanille, une particularité, ça n'active pas le système trigéminal. Pas du tout. Alors que la très grande majorité des molécules odorantes activent aussi le système trigéminal. Voilà. Il y a des petites choses comme ça, des curiosités qui nous font plonger comme ça dans des petites recherches. Alors, comment on évalue l'odorat? Avec des tests psychophysiques. Il y en a plein de types. En France, on en a développé quelques-uns, nous, à Lyon. On évalue aussi avec des appareils avec lesquels on diffuse des odeurs. On a un contrôle de la durée, de la concentration. On essaye en quelque sorte d'imiter nos collègues qui travaillent en audition et en vision, parce que nous, on veut travailler avec un ordinateur aussi. Donc voilà, donc on développe ce type d'olfactomètre et ça nous permet de faire des études un peu sérieuses où on a une maîtrise du stimulus. Je vous disais, il y a beaucoup de travaux qui sont menés également pour comprendre pourquoi il y a une diversité olfactive. Et là, il y a plein de facteurs qui vont l'expliquer. La gestation, l'état hormonal, le genre des différents hommes-femmes, le développement, le vieillissement, certaines pathologies aussi. Bon, je ne rentre pas dans le détail, peut-être pour les questions tout à l'heure, mais en tout cas, l'odorat, ce n'est pas qu'une question de molécules qui s'accrochent à un récepteur et ça vous fait une odeur. C'est aussi
toute la trajectoire développementale de chacune et chacun qui va créer son propre univers olfactif, en fait. Hein. On a chacun notre espace olfactif. La culture fait que on va appeler ça rose, framboise, etc. Mais en réalité, peut-être que dans notre tête, et même sans doute, c'est pas le même percept, en fait. Hein. Et puis, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes souvenirs. Voilà. Il y a l'odorat, c'est comme tous les sens, c'est caractérisé par il y a des pertes olfactives, et elles sont assez nombreuses. C'est à peu près 20% de la population mondiale qui a un problème olfactif. Alors, la grande majorité, entre, disons, 15 à 19%, ça dépend des études, c'est ce qu'on appelle une hyposmie. C'est une forme de myopie olfactive. On sent moins bien. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Ça touche les personnes âgées. En fait, ça touche pas les personnes, ça touche tout le monde, en fait. Mais ça s'installe avec l'âge. Voilà. À tel point qu'à un moment, on devient anosmique, on perd l'odorat. Voilà. Ça, c'est 1 à 5% de la population. Alors, on peut le perdre, comme je le disais, de manière naturelle, mais on peut le perdre à la suite d'un trauma, à la suite d'une infection virale, hein, comme le Covid. Et puis, il y a des pertes congénitales également. La prise en charge, il y a des chirurgies, enfin, ça dépend. Il y a l'entraînement, il y a pas mal de prises en charge. Mais ça, toutes ces prises en charge, elles couvrent pas 100% des patients. Voilà. Là aussi, il y a d'autres projets qu'on mène au labo, je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais de développement de prothèses olfactives également. Voilà. Il faut que j'avance, je regarde le temps. L'odorat dans l'autisme. Alors, ça, vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais je veux vous amener doucement vers pourquoi la question de la sensorialité elle est intéressante. Donc, quelques éléments historiques. Heller, il décrit au début du XXe siècle la démence juvénile. Bleuler, il introduit le terme autisme. Et puis ensuite, un peu en même temps, Léo Kanner, Asperger, ils vont parler respectivement de troubles autistiques et puis de psychopathie autistique de l'enfance, donc au potentiel. Et au début des années 80, il y a Lorna Wing qui va introduire la triade, donc communication, interaction sociale et comportement. Et puis le DSM-5, une trentaine d'années plus tard, il va simplifier ça avec 2 critères qu'on va voir ici. Encore une fois, vous connaissez, je sais très bien, mais je veux vous amener vers le petit truc particularité sensorielle qui a émergé et qui est devenu intéressant pour les gens qui s'intéressent au sens, en fait. Voilà. Donc, les 2 critères, c'est social d'un côté, comportemental de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, j'ai commencé à travailler dans l'autisme il y a une petite dizaine d'années. Et je vous avoue que quand je regarde le DSM et quand j'ai fait des manips avec des enfants ou croisé d'autres enfants dans d'autres contextes un peu plus personnels, c'est très difficile de dissocier ces dimensions. Pour moi, elles sont vraiment... elles ne sont pas indépendantes. Nous, les scientifiques, on veut étudier un truc en particulier, écarter les autres. Et là, je vous avoue que c'est pas possible. C'est très compliqué. Donc, les questionnaires vraiment standardisés qui vous disent ça, c'est ça, c'est telle ligne, là, vous êtes en train d'observer ça. Pour moi, c'est compliqué. Alors, dans la partie comportementale, vous avez les particularités sensorielles. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Moi, j'ai trouvé ce guide autisme et sensorialité. C'était très intéressant. Mais les particularités chimio-sensorielles, on n'en parle pas beaucoup, en fait. Même pas du tout. Donc j'ai fait un petit travail de revue de la littérature. Il y en a 4 grandes qui sont des revues systématiques de la littérature ou des méta-analyses. Pour vous dire le nombre d'articles qui traitent de la chimiosensorialité et l'autisme, je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans PubMed, mais comme ça, à vue de nez, je dirais, je ne sais pas, moi, en 2020, il devait en avoir une vingtaine, peut-être une trentaine. Aujourd'hui, il y en a peut-être une petite centaine. Et puis des fois, c'est des études un peu, pas bancales, mais il n'y a pas assez de sujets ou les tests. Enfin bon,
c'est difficile de se faire une idée très claire. Juste pour vous donner une idée, les domaines explorés, donc les réponses autonomes, la détection des odeurs, leur identification. Tout à l'heure, je ne vous en ai pas parlé quand j'ai parlé des tests olfactifs pour mesurer. On mesure différentes choses. On mesure la capacité de quelqu'un à détecter et sa capacité à identifier des odeurs. Dire c'est de la rose, de la framboise, de la fraise, etc. Donc ça, ce sont des choses qui ont été explorées avec différents publics TSA. Hein. Ça va vraiment de l'autisme typique au haut niveau. Donc voilà, détection, identification, parfois la discrimination, faire la différence entre deux odeurs, l'appréciation hédonique, j'aime ou j'aime pas. Voilà. Je vous fais un résumé assez rapide parce que je vois que le temps il est passé. La première étude, elle dissocie les études par questionnaire, où en fait on a demandé aux parents, est-ce que votre enfant il sent bien ou il goûte bien? Voilà. Et l'autre, des tests psychophysiques, où on a vraiment fait des tests chez les personnes. Et puis, c'est assez contradictoire. Des fois, il y a des hyper, des fois, il y a des hypo. En tout cas, il y a des altérations. Voilà. Il y a une étude de Larson qui est intéressante. Elle montre que ce n'est pas possible de dégager une tendance pour la détection et l'identification. Par contre, elle montre une influence de l'âge et du QI avec une tendance à l'hypo chez les participants les plus jeunes et à l'hypersensibilité chez les participants les plus âgés. Sans forcément, ça c'est une description. Il n'y a pas de proposition de mécanisme, on n'en est pas là encore. Et tendance à l'hypo chez les participants avec un QI inférieur à 113 et à hyper, un QI plus élevé. Et ça c'est quelque chose qui avait été reproduit par Crowe. Et Crowe il a montré également, comme d'autres études, que l'identification des odeurs, la capacité à identifier des odeurs, elle est réduite. Alors, qu'est-ce que nos travaux y révèlent? Eh bien, nous, on s'est intéressé à la capacité d'identification des odeurs chez des adultes, plutôt haut niveau, et on a enregistré l'activité de leur cerveau. Donc, c'était fait en collaboration avec des collègues en Allemagne. Ils identifiaient moins bien. C'est comme s'ils avaient un traitement global holistique qui était un peu réduit. Et on a observé également... Alors, le cortex orbitofrontal, c'est vraiment une région de convergence qui nous permet en fait d'associer l'odeur avec un contexte, un nom, une émotion. Et cette région, son activité elle était différente chez les patients avec autisme. Autre chose qui nous intéresse, c'est les problèmes d'alimentation dans l'autisme. Alors, et leur lien avec l'odorat. Donc, on a environ 10 à 50% des enfants au développement typique qui ont des problèmes alimentaires. Et c'est à peu près 80-90% chez les enfants avec autisme. Alors, un des comportements les plus connus, c'est la néophobie alimentaire. C'est vraiment une peur de goûter des choses nouvelles. C'est un stade normal du développement et ça s'accentue vers 18 mois et ensuite ça se réduit. On a montré dans une étude que c'était vraiment les scores de néophobie ils étaient plus élevés chez les personnes avec autisme, chez les enfants. Et puis ils avaient un nombre de problèmes alimentaires plus élevé également. Une question qu'on a posée, c'est comment cette néophobie alimentaire elle peut être reliée aux particularités sensorielles de ces enfants. On a d'abord essayé avec des odeurs et on a montré que en fait, les enfants avec autisme, vous évaluez leur néophobie et vous leur demandez de sentir des odeurs, il y a une relation entre les deux. Il y avait très peu d'enfants, mais c'est assez net. On a le jugement hédonique qui est dégradé. Hein, ils vont dire, ils discriminent moins bien du point de vue hédonique. Et ceux qui discriminent moins bien du point de vue hédonique, c'est ceux qui ont des scores de néophobie les plus élevés. On a observé la même chose avec des stimuli visuels. Et puis, dans une autre étude, on a testé une hypothèse. C'était que, finalement, ces problèmes sensoriels et leur lien avec l'alimentation
peut-être que on peut essayer de les contourner. Alors, l'hypothèse, c'était de dire, OK, l'enfant, il refuse de manger un aliment. Est-ce que si on prend un attribut sensoriel de cet aliment et on familiarise l'enfant pendant 5 semaines, enfin nous on a fait 5 semaines, mais pendant plusieurs semaines, on familiarise l'enfant avec cet attribut sensoriel qui est l'odeur de l'aliment. Est-ce qu'après la familiarisation, alors ça se fait dans un cadre vraiment très spécial, hein, je vous donnerai la publication qu'il faudrait lire sur cette manip, mais on le familiarise, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas de manière brutale. Hein. On pose l'odeur, on discute avec lui, on prend 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes s'il faut, et puis on attend qu'il prenne l'odeur dans sa main, et puis on discute de l'odeur, etc. Eh ben, on a montré que si vous prenez 2 aliments, un dont l'odeur n'a pas été familiarisée et un dont l'odeur a été familiarisée, au bout de 5 semaines, les enfants, ils s'orientent pour environ 2/3, un peu plus de 2/3, vers l'aliment qui contient l'odeur qui avait été familiarisée. Donc là, on tient quelque chose par rapport au lien entre altération sensorielle et acceptation de l'aliment. Et c'est un protocole, mes collègues en Suisse, ils sont en train d'essayer de continuer à le mettre en place en vrai. Voilà, bon là, je vais pas... je manque de temps, je suis désolé. Ça, c'est une liste une bibliographie. Je pense que vous allez y avoir accès. Il y a mon PDF qui est disponible et il y a peut-être la vidéo qui sera aussi disponible. Je vous laisserai lire. Peut-être juste 2-3 minutes pour conclure. Voilà. Moi, j'ai 32 minutes. On m'a dit 35. Voilà. Alors, j'ai deux parties dans ma conclusion, avec quelques petites réflexions. La première, de manière assez sommaire, hein, je vais vous faire on voit dans la littérature et même dans nos travaux, il y a une altération de la sensibilité olfactive chez les personnes avec autisme, mais des fois c'est de l'hyper, des fois c'est de l'hypo, c'est très individualisé. On observe la même chose chez d'autres populations. Par exemple, on a mené des études chez des patients qui sont sous chimiothérapie cancéreux. Et on a essayé En fait, ils ne s'alimentent pas bien. On a regardé le lien avec la sensibilité. Effectivement, il y en a qui sentent quasiment plus à cause de la chimio. Et du coup, ça n'a plus de goût, donc ils ne mangent pas. Et il y en a d'autres qui sentent trop fort à cause de la chimio encore. Et donc, c'est trop fort, c'est pas bon, ils ne s'alimentent pas. Vous voyez l'altération, qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, ça a un impact sur l'alimentation. Une baisse de la capacité d'identification. Et ces deux effets combinés, ils ont une influence sur la prise alimentaire. La familiarisation comme une procédure d'ouverture du répertoire alimentaire, ça j'en ai parlé. Et il y a quelque chose qui me paraît intéressant à creuser, c'est cette notion de traitement local, global, que vous connaissez sans doute. Motron, il a beaucoup travaillé là-dessus, je crois, puis d'autres, hein, pas que lui, hein, sur le fait que... par exemple, alors tout à l'heure, je vous avais dit, je vous dirais pourquoi j'ai croisé la route de l'autisme. Donc moi, j'ai un enfant qui est autiste, et il a 18 ans aujourd'hui. Et donc, vous voyez, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à travailler sur l'autisme. Et donc, pendant 8 ans, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'arrive pas à comprendre, etc. Et j'observais, en fait, Et par exemple, un enfant ou une personne avec autisme qui ne vous regarde pas, qui fait ça. Alors, on a pour réflexe de lui dire, mais regarde-moi. Et juste des petites réflexions comme ça, en fait, l'œil, essayez de le photographier, vous prenez une photo sur Google Images et regardez. Regardez ce qu'il y a dans l'œil. C'est une structure hyper complexe, en fait. Il y a l'iris, il y a plein de couleurs différentes. Et je me suis dit, mais si un enfant traite de manière très analytique un stimulus aussi complexe que l'œil, c'est d'ailleurs le stimulus le plus complexe de notre corps, peut-être que ça explose dans sa tête. Il a, on va dire, un traitement qui ne lui permet pas d'accéder à la forme globale, au concept, et donc c'est quelque chose qui peut le fatiguer.
C'est la même chose pour les hypersensibilités auditives, etc. Et pour l'alimentation, on est peut-être sur un mécanisme qui est un peu pareil. Si vous prenez une pomme, une poire par exemple, et vous la croquez, donc vous avez, si elle est tendre, hein, vous avez le liquide, vous avez, pour vous c'est une pomme et c'est bon. Pardon, c'est une poire et puis c'est bon, c'est sucré, mais peut-être que pour l'enfant avec autisme, c'est trop visqueux, il ressent un goût, une texture de semoule, il ressent la fraîcheur, et puis j'en passe, et toutes les stimulations que je vous ai décrites tout à l'heure. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter, en fait. Et le défi, c'est justement de l'amener du passage de l'analytique à quelque chose de plus holistique. Moi, je n'ai pas la recette, hein, mais c'est simplement pour vous dire les petites pistes, les petites réflexions que j'ai eues. Il y a vraiment cette notion aussi de traitement un peu véridique. Alors là, je m'égare un petit peu, hein, mais il y a ce concept un peu de... Ça, c'est plutôt dans les interactions sociales. Hein, voilà. On traite tout, on ne traite pas dans le global, on n'est pas trop dans la relation sociale qu'on peut connaître. Donc, c'est un traitement qui est un peu plus honnête, un peu plus véridique. Il y a la problématique du temps de traitement aussi dans toutes nos manips. Ce qu'on a observé, c'est que, en fait, il faut du temps aux enfants pour sentir, pour donner une réponse. On ne peut pas s'attendre à avoir des réponses immédiates. Et il faut du temps. Des fois, les réponses, elles viennent très tardivement. Moi, il m'est arrivé avec mon fils de lui poser des questions. 5 minutes plus tard, il revient, il me donne la réponse et il s'en va. Alors que c'était un tout petit truc banal de la vie de tous les jours. Cette notion de temps de traitement, elle est vraiment importante à considérer. Voilà. Voilà d'autres choses aussi. Bon, je vais finir avec ça. Hein. La petite expérience que j'ai travaillé avec des associations, avec des labos, avec... je pense que si on ne forme pas une seule équipe avec les parents vraiment au centre et les assos, les soignants également, les aidants, les enseignants, les chercheuses et les chercheurs, en fait, on ne peut pas mener un vrai projet, je pense. C'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. J'ai terminé. Je vous ai mangé 2 minutes.